je vous propose de commencer dès maintenant avec simplement un petit rappel pour les personnes qui découvrent cette série de webinaires ou qui n'ont pas eu l'occasion de les suivre tous. Donc, nous sommes dans une série de webinaires proposés par le Sillon Lorrain en lien avec les réseaux Dynamise et France Hydrogène et la région Grand Est. C'est une série qui comportera 8 webinaires qui ont vocation à essayer de dresser un panorama de l'ensemble de la chaîne de valeur hydrogène. Et toutes ces contributions nous permettent d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'il se dit, ce qu'il se fait, et notamment en Lorraine en matière d'hydrogène. Nous avons déjà traité les thèmes du potentiel développement de filière hydrogène avec Jacques N du réseau Dynamise. La question des financements de projets hydrogène, les mobilités lourdes, avec notamment le groupe Mofray qui est ici représenté et Alstom sur la partie train. La production d'hydrogène vert massifié avec de gros projets notamment en Lorraine Nord, l'hydrogène, la mobilité fluviale qui nous intéresse particulièrement dans notre région, ou encore la semaine dernière, les questions de transport et de stockage d'hydrogène, notamment le réseau Mosaïque et les sites de stockage proches de Nancy à Serville de Storengy. Tous ces webinaires sont accessibles sur la chaîne YouTube du Sillon Lorrain, pourquoi il est enregistré. Et je dois vous adresser des excuses du professeur Fabrice Lemoine qui avait accepté de participer avec Nicolas Kéronès et Yves Demaille ici présents. Il avait accepté donc de participer, mais un impératif l'en empêchera. Bon, néanmoins, c'est un acteur tout aussi reconnu qui me fera l'honneur de cette présentation aujourd'hui. Donc, je veux citer Yves Demaille, il est responsable de projet de partenariat hydrogène au sein de l'Université de Lorraine et pourra intervenir aussi dans la partie questions-réponses qui suivra cette présentation. Donc, Nicolas Kéronès, qui est ingénieur de recherche spécialisé dans l'hydrogène et qui accompagne des porteurs de projets au sein du réseau Dynamise, porté par le pôle Véhicules du Futur, qui est lui-même coordonné par Jacques N. Yves, vous avez la parole. Merci Jérôme. Bonjour à tous, mon nom est Yves Demaille, je suis effectivement responsable de projet de partenariat à l'Université de Lorraine, en charge de l'hydrogène et de l'énergie. Alors j'ai commencé avec un petit transparent qui est déjà couvert de logos. Celui que vous connaissez déjà, c'est celui de l'Université de Lorraine. Il y en a un que vous connaissez très certainement, qui est le PIA, qui a financé à partir de 2016 le programme Lorraine Université d'Excellence, après un appel à candidature de ce qu'on appelle des ICIT, des initiatives basées sur la technologie, la science, le développement économique et les territoires, auxquels l'université a répondu avec un consortium d'organisations de recherche autour du bassin lorrain, CNRS, CHRU, je vais pas citer les autres. Et en 2016, le choix a été fait d'adresser 6 défis sociéto-économiques, parmi lesquels se trouve la transition énergétique. Et pour adresser la transition énergétique, le choix a été fait de se focaliser sur le vecteur hydrogène. Je vais faire une présentation qui va durer une quarantaine de minutes. Voilà. Organisée en 3 parties, je vais commencer par détailler, n'ayez pas peur, par expliquer nos activités de recherche en lien avec l'hydrogène qui sont menées actuellement à l'Université de Lorraine. Un petit zoom ensuite sur nos activités de formation et de sensibilisation en général, et un très bref panorama des activités de recherche en Europe, en faisant un petit zoom arrière au Grand Est, France, puis Europe, pour vous ayez une petite idée des modes de fonctionnement qui sont derrière tout ça et comment les gens travaillent ensemble. D'abord, les activités de recherche, déjà, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau à l'Université de Lorraine. Les premiers travaux sur les piles à combustible datent de tout début des années 2000. En parallèle, également des activités sur la production massive d'hydrogène à partir de matières fossiles comme le gaz naturel, qui nécessitent des compétences en génie des procédés et donc des activités qui sont également aussi anciennes que celles-là, voire plus anciennes que celles-là à l'Université de Lorraine. Donc, ce n'est pas du tout un sujet nouveau. Par contre, comme je l'ai dit, depuis 2016,
l'accent a été mis sur ces activités-là, transition énergétique en général, mais surtout le choix de l'hydrogène. Quand je dis choix, je pourrais même dire pari, dont l'essentiel du mérite revient au professeur Fabrice Lemoine, qui a eu la clairvoyance d'orienter pas mal de nos activités ces 6 dernières années sur ce vecteur énergétique dont maintenant je n'ai plus du tout besoin de présenter, ce qui n'était pas du tout le cas en 2016. Et maintenant, on peut dire qu'on a une communauté structurée qui mène des travaux de façon à couvrir l'ensemble de la filière. Alors peut-être que la fenêtre que j'ai là, je ne sais pas du tout comment la cacher, je suis désolé. Comment est-ce que je peux faire ça? Il n'y a pas de problème, chez nous, on a… Ah bon, très bien. Alors, excusez-moi. On n'a que l'écran, il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, la filière que j'ai représentée ici de façon très, très schématique, mais j'ai compris que vous étiez des très fidèles de cette série de webinaires, donc je ne la présente pas. Vous avez juste à gauche de votre écran les énergies renouvelables et à gauche tous les usages qu'on peut faire de l'hydrogène avec toutes les briques intermédiaires que vous connaissez, production d'hydrogène, compression, stockage, pile à combustible et autres. Je vais présenter des activités de recherche de l'Université de Lorraine en essayant de la parcourir de l'amont vers l'aval et également dans le sens de l'ouverture des thématiques du plus spécifique au plus générique. On va commencer légitimement avec la production d'hydrogène. Alors, comme je le disais, historiquement, on produit encore l'essentiel de l'hydrogène grâce à des activités de réformage et principalement du méthane, mais aussi d'autres coupes d'hydrocarbures. C'est une activité classique, historique, traditionnelle et vraiment dans le cœur de métier du laboratoire recherche et génie des procédés. Alors, un petit code, j'ai mis en gras les noms des laboratoires. Vous allez voir certains réapparaître plusieurs fois et d'autres de façon plus anecdotique. Donc, le laboratoire, le LRGP, qui est basé à l'ENSIC, travaille sur ces sujets-là depuis des années et a mené plus récemment des activités sur l'intensification des réacteurs, qui est en 2 mots une activité qui consiste à réduire la taille et à miniaturiser la taille des réacteurs chimiques, pas du tout pour que ça rentre dans un local plus petit, hein, c'est pas du tout ça qui est recherché, c'est vraiment des gains d'efficacité des procédés. Et également un co-bénéfice, c'est également le fait que ça prenne beaucoup moins de place. Et du coup, on peut ouvrir des applications qui avant étaient tout à fait inaccessibles. Par exemple, on peut envisager des sites de production locale d'hydrogène à partir de méthane fossile ou de façon un petit peu plus intelligente à partir de biométhane sur des installations qui auraient la taille d'une station de remplissage pour véhicules particuliers. Ce qui n'est pas du tout le cas actuellement avec les technologies classiques de réformage et avec un gain également d'efficacité dans ces procédés. Ça, c'est une activité qui est menée depuis des années avec Air Liquide, par exemple, qui est l'un des partenaires industriels de ce laboratoire. Une voie qui a beaucoup plus le vent en poupe parce qu'elle s'appuie sur l'électricité renouvelable, c'est évidemment l'électrolyse de l'eau. Je vais faire un petit peu de sémantique. Électrolyse, ça veut dire qu'on va couper quelque chose grâce à quelque chose. Alors, couper, c'est lyse. Électro, c'est grâce à l'électricité. Et qu'est-ce qu'on va couper? C'est l'eau. Et donc, les activités qui sont menées au LEMTA se focalisent sur l'électrolyse PEM, qui est un acronyme qui va revenir plusieurs fois dans la présentation, mais que vous connaissez sans doute déjà, qui signifie, pour faire simple ici, membrane échangeuse de protons. Et les activités du LEMTA se concentrent sur la compréhension des mécanismes de transfert en tout genre, c'est-à-dire la chaleur qui est produite, où est-ce qu'elle est produite, comment est-ce qu'elle se transfère dans la structure électrochimique que constitue un réacteur d'électrolyse de PEM d'eau. Également, comment se transfère l'eau, comment se transfèrent les gaz, comment se transfèrent ces charges électriques. On peut se poser la question de pourquoi s'intéresser au transfert. En fait, dès qu'on comprend mieux les mécanismes
qui sont en jeu dans ces systèmes-là, on est plus à même de mieux les concevoir et de mieux les piloter. Et tant et si bien que les gens du LEMTA qui sont spécialisés dans les transferts se sont associés à une autre équipe du LEMTA qui fait vraiment de l'électronique de puissance, et ils ont conçu ensemble des algorithmes et des électroniques de contrôle qui prennent en compte tous ces mécanismes. C'est-à-dire qu'on ne considère pas une pile à combustible ou un électrolyseur dans ce cas-là comme une boîte noire à laquelle on ne comprend pas tout. On essaie d'expliquer un maximum de choses et d'intégrer un maximum de physique dans ces algorithmes. Et du coup, les décisions qui sont prises lors du pilotage de ces équipements prennent en compte ces mécanismes et donc prennent soin de ces équipements qui coûtent encore fort cher, qui ont des durées de vie limitées et qu'il s'agit de préserver pour maximiser leur rentabilité. D'autres activités également sur l'électrolyse alcaline à membrane, qui est une technologie pour l'instant moins mature, mais qui a un potentiel important, sur laquelle également travaille le LEMTA, qui n'est pas la même chose que l'électrolyse alcaline classique à diaphragme, dont on pourra reparler plus tard si vous voulez, en lien avec John Cochrane. On a également des activités d'émulation physique des électrolyseurs PEM. Alors, émulation physique, ça peut ne pas parler à beaucoup d'entre vous. Il s'agit de remplacer des gros équipements qui coûtent fort cher et qui parfois n'existent pas encore par quelque chose de physique qui va se comporter comme l'équipement réel. Et quand on fait ça, déjà, on arrive à mettre sur la table très très rapidement quelque chose qui va se comporter exactement comme l'équipement réel, d'un point de vue électrique, évidemment, pas sur le reste, on ne fait pas circuler des gaz dans un émulateur physique. Il s'agit vraiment d'imiter le comportement électrique d'un électrolyseur de façon à concevoir tout ce qu'il y a en aval et en amont, c'est-à-dire l'alimentation électrique, pourquoi pas, et tout ce qu'il y a en aval, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va mettre en place comme électronique de puissance avant et après ces équipements. Ce qui permet en fait de réduire les coûts de conception et surtout d'accélérer la mise sur le marché de ce genre d'équipement, voire d'accélérer la mise en place de ce type d'équipement sur les sites sur lesquels on veut les installer. Et ça, ce sont des activités qui sont menées au GREEN, qui est le groupement de recherche sur l'électricité et l'électrotechnique à Nancy. Toujours en lien avec la production d'hydrogène, là on va basculer sur des choses qui sont peut-être un peu moins matures. Alors, la maturité la plus haute est en haut de l'écran, la maturité la plus basse est effectivement en bas de l'écran. Et pour autant qui se développe assez rapidement et qui pourrait rentrer dans le paysage de l'hydrogène d'ici quelques années. Alors quelques années, ce n'est pas des dizaines d'années pour la thermolyse, c'est peut-être plus d'une décennie pour la photolyse de l'eau. Alors, commençons par la thermolyse de la biomasse. Thermolyse, ça veut dire qu'on va casser quelque chose avec de la chaleur. Et qu'est-ce qu'on va casser? On va casser la biomasse. Alors, cette biomasse peut avoir plusieurs origines. Ici, on va parler dans un premier temps de la pyrogazéification de la biomasse bois. J'ai mis entre parenthèses ou autre, parce qu'on a commencé par quelque chose de plutôt analytique qu'on connaît bien, c'est la biomasse bois. Après, une fois que tout est sur la table, on peut se poser la question de l'extension à d'autres types de biomasse. Je vais mentionner juste, pour être très bref, une thèse qui a été soutenue récemment, qui consistait à évaluer de façon multicritère une filière économique ou technique, selon l'angle qu'on prend, qui consisterait à produire de l'hydrogène à partir de biomasse bois, et l'évaluation prenait en compte des critères techniques, économiques et environnementaux. Alors, quand je dis technique, il s'agissait également de dimensionner des réacteurs, savoir ce qui rentrait dans ces réacteurs, savoir ce qui sortait de ces réacteurs, savoir comment on les concevait de façon optimale en fonction de la taille des installations qu'on voulait viser. Typiquement, c'est là que, dès que je parle de taille d'équipement, c'est là qu'entre en ligne de compte la partie économique, mais également la partie environnementale, au sens où la biomasse, on ne la fait pas venir de l'autre bout du pays ou d'un continent voisin. Généralement, on essaye de faire acheminer la biomasse dans un périmètre d'activité qui est le plus restreint possible. Cependant, il nous faut des équipements d'une certaine taille critique, ce qui nous permet
de régler la taille des équipements. Après, il y a une viabilité économique qui est assurée derrière tout ça, ou qu'on peut interroger, et également des aspects environnementaux. Au-delà de l'hydrogène ou du CO2 qui est émis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que du CO2? En changeant les procédés, on peut éventuellement produire du biochar. Quelles autres molécules sont émises dans l'atmosphère? Quels sont les impacts de ces molécules? Voilà, donc c'est une analyse à 360 degrés qui a été faite sur ces filières. Tous les résultats sont disponibles et commencent à être diffusés via des articles dans des revues spécialisées, évidemment. Autre projet sur un thème très très proche, le projet Icy Green, qui lui vise spécifiquement la production d'hydrogène et de biochar à partir de biomasse. Alors l'originalité de ce projet, c'est d'avoir été pensé déjà en ayant été soutenu par la région, il a été pensé de zéro comme un formidable prétexte ou une formidable opportunité plutôt pour collaborer avec toutes les universités du Grand Est qui pouvaient apporter une pierre dans cet édifice. Et donc, il y a déjà 4 universités, laquelle n'est pas mobilisée. Je pense que c'est l'université de Troyes, l'UTT, qui n'est pas mobilisée, mais sinon, il y a bien Reims, il y a bien l'UL, il y a bien l'UHA, il y a bien l'UNISTRA. Et chacune apporte une part de son expertise sur toute la chaîne, qui consiste à bien comprendre la biomasse qu'on injecte dans ces procédés, le cœur du procédé lui-même, la caractérisation des gaz qui sortent de ce procédé, la caractérisation du biochar qui sort de ce procédé, et une petite partie sur ce qu'on pourrait faire de ce biochar. Évidemment, la partie hydrogène, on ne se pose pas trop la question, on voit très bien ce qu'on va pouvoir en faire. Et donc, chacun apporte son expertise et chacun adresse ses propres thématiques de recherche via ce projet qui a également des applications très très concrètes de dimensionnement d'installations qui pourraient être mises en place si les résultats de ce projet sont positifs, qui pourraient être mis en place dans le Grand Est. Je continue avec une autre famille dans la famille des lyses. Maintenant, on va parler de bioélectrolyse. Alors, électrolyse, on voit bien ce que c'est coupé à partir de l'énergie électrique. Bio, c'est quand on sollicite des bactéries. Alors, on peut faire de la biolyse directement, de la biomasse. On peut faire de la bioélectrolyse également. C'est-à-dire que pour gagner en rendement de biolyse, on ajoute aussi un petit peu d'énergie électrique. C'est-à-dire qu'on vient aider les bactéries à digérer, entre guillemets, la biomasse en faisant vivre ces bactéries à l'intérieur d'un électrolyseur. Alors, l'électrolyseur, évidemment, n'a pas du tout la même forme et les flux sont très, très différents, ce qui mobilise évidemment des compétences en génie des procédés, mais également une très, très bonne connaissance de la biologie et de la vie des bactéries. Donc, il y a 2 laboratoires qui sont ici mobilisés, LCPME et LRGP. Le but est de valoriser des biodéchets type de ceux qu'on peut récupérer après extraction de biomolécules d'intérêt, par exemple dans les orties. On peut récupérer tout un tas de molécules très, très intéressantes pour la pharmacie, les cosmétiques et autres, mais ce qui reste peut rentrer dans un cycle de valorisation à des fins énergétiques via ce type de réacteurs et de procédés et de centrales, pourquoi pas un jour. Là, on est vraiment sur une technologie à un niveau de maturité type laboratoire. On a des preuves de concept sur la paillasse. Également dans les technologies moins matures, à peu près à équivalence en niveau de maturité, on a la photolyse de l'eau. Voilà, c'est photolyse, ça fait penser à la photovoltaïque, mais là, on va casser directement la molécule d'eau en utilisant directement l'énergie lumineuse qui nous vient du soleil, sans passer par la case électricité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des panneaux photovoltaïques qui alimentent des électrolyseurs, ce sont bien des photons qui nous viennent du soleil, qui passent à travers un système qui passe à travers un réacteur chimique qui intègre des nanoparticules. Et quand je mets en présence ces nanoparticules, de l'eau et les photons qui nous viennent du soleil,
la molécule d'eau se casse et des bulles apparaissent sur les deux faces de notre paroi active. D'un côté, on a l'oxygène, de l'autre côté, on a l'hydrogène. Donc, les nanoparticules, sans surprise, nous viennent de l'Institut Jean Lamour et l'intégration de tous ces systèmes-là. Non, c'est faux ce que je viens de vous dire. Non, les nanoparticules sont bien co-conçues entre l'Institut Jean Lamour et le LRGP. Ensuite, le LRGP apporte la partie génie des procédés de façon à intégrer ces nanoparticules dans un réacteur chimique qui ressemble furieusement à une fenêtre double vitrage, pour faire très très simple, dans laquelle il s'agit de faire circuler de l'eau et récupérer des gaz en évitant des concentrations de points chauds, qui sont toujours des points délicats à gérer dans des réacteurs chimiques, électrochimiques ou autres, parce que des singularités conduisent très souvent à des dysfonctionnements quelques temps après. Donc, plus on est homogène, et mieux ce genre de système se comporte. Maintenant qu'on a produit cet hydrogène, on peut se poser la question de ce qu'on va pouvoir en faire. Alors, une fois qu'on l'a produit, déjà, on est un petit peu gêné parce qu'il prend beaucoup de place. Donc, si on imagine une station de remplissage en ville, on a un électrolyseur, on pourrait produire effectivement l'hydrogène. On se retrouvera avec des bonbonnes de 11 mètres cubes par kilo, de 55 mètres cubes pour un plein de véhicules. Et ça, ce n'est pas du tout envisageable. Donc, il faut trouver d'autres moyens que ça. Donc, il faut, pour stocker l'hydrogène, trouver le moyen de le comprimer. Alors, dans une station, il y a à peu près la moitié du coût de maintenance qui en fait, est simplement la maintenance du compresseur, qui fonctionne de façon très, très traditionnelle, avec des pistons qui bougent, des pièces mécaniques qui bougent les unes à côté des autres, de l'huile pour que tout ceci ne frotte pas trop, donc de la pollution. Et cependant, il y a quand même des frottements, de l'usure, du bruit et de la consommation d'énergie. Donc, des travaux entre le LEMTA et l'Institut Jean Lamour ont consisté à faire un compresseur hybride avec une brique électrique et une brique cryogénique qui a déjà réussi à monter jusqu'à 700 bars sans aucune pièce mobile. Alors, le premier étage de la compression, c'est en fait une pompe à protons. Alors, en quelques mots, c'est simplement une pile à combustible qui consomme de l'hydrogène et qui produit de l'hydrogène. Et la différence entre l'entrée et la sortie, c'est une différence de pression qu'on obtient grâce à l'énergie électrique que l'on a consommée. Et pour autant, il n'y a strictement rien qui bouge et tout est statique comme à l'intérieur d'une pile à combustible. Et donc ça nous permet de passer de 0,5 MPa, c'est les 5 bars, 5 bars à 40 bars. Donc ça, c'est le premier étage de compression. Et le deuxième étage de compression, c'est de la cryocompression, c'est-à-dire qu'on fait rentrer cet hydrogène à 40 bars dans un réservoir qui est descendu à basse température et qui, surtout, contient des charbons actifs biosourcés. Alors, biosourcés, vous prenez tout un tas de choses intéressantes qu'on trouve dans la nature, vous les confiez à l'Institut Jean Lamour à Épinal, et grâce à tout un tas de traitements chimiques, ils arrivent à produire à partir d'écorces d'arbres, par exemple, ou de certaines molécules qui sont des tanins dans les écorces d'arbres, ils arrivent à produire des biocharbons actifs qui ont la propriété d'absorber l'hydrogène. Alors, si on ne met pas ce charbon, on va avoir de toute façon un mécanisme de compression qui est simplement dû au fait qu'on refroidit une bouteille avec un gaz dedans. Quand je laisse réchauffer, la pression augmente. Le fait d'ajouter ces charbons actifs fait qu'on va vraiment décupler ce mécanisme-là d'absorption et on va se retrouver avec un compresseur complet qui qui enchaîne une compression électrique grâce à la pompe à protons, puis une phase en cryocompression avec ces charbons actifs qui nous permet d'arriver à 700 bars. Et la démonstration a été faite en laboratoire. Les deux équipements n'étaient pas mécaniquement couplés, mais on est passé de 0 à 40 bars avec une première pompe à protons et de 40 bars à 700 bars avec un réservoir rempli de charbon actif. Voilà pour la compression sans aucune pièce mobile. Mais la principale utilisation de l'hydrogène,
je mets de côté les applications industrielles, c'est bien de reproduire de l'électricité grâce à des piles à combustible. Alors, les piles à combustible sur lesquelles on travaille spécifiquement à l'Université de Lorraine, ce sont deux familles, principalement la première, la pile PEM, membrane échangeuse de protons, de façon un petit peu plus récente, moins avancée, parce que c'est plus compliqué, des piles qu'on appelle anioniques. Et dans le même cas, de la même façon que pour les compresseurs, les électrolyseurs, il s'agit encore une fois de comprendre tous les mécanismes de transfert qui ont lieu à l'intérieur de ces piles. Quand on comprend bien, on conçoit bien et on pilote bien, et on se retrouve également en mesure de concevoir des architectures innovantes, comme celle qui est indiquée sur l'écran, qui a été maturée notamment par Nicolas Quéromès avec l'aide de Science. Et également, quand on comprend bien les mécanismes qui ont lieu dans les piles à combustible, on est en mesure de mettre en place des algorithmes et des électroniques de contrôle qui prennent soin de ces équipements. Il y a également des travaux qui ont lieu avec l'entreprise Bosch, entre l'entreprise Bosch et le LEMTA, sur la modélisation complète, dynamique, dans des applications automobiles des piles à combustible de type PEM. Une autre activité sur un petit peu plus zoomé sur les matériaux qui sont mobilisés quand on conçoit une pile PEM. On a besoin d'un catalyseur qui s'appelle le platine, qui est rare et cher. Et il y a beaucoup d'activités qui consistent à vouloir remplacer ce platine par d'autres catalyseurs. Donc, on est en train de les chercher en essayant de préserver les rendements et la durabilité de ces équipements. Et il y a plusieurs voies qui ont été explorées à l'Université de Lorraine, et les progrès sont lents mais significatifs. Donc on est maintenant pas du tout dans des choses qui peuvent faire jeu égal, hein. Et on progresse, mais il y a encore des gaps importants à combler. Et tout ceci, par exemple, pourrait reposer sur des mousses de graphène. Alors, le graphène, vous voyez un peu ce que c'est une sorte de tapis de billes en 3 dimensions en carbone, qui peut être dopé, c'est-à-dire qu'on met des hétéroatomes, donc de l'azote par-ci par-là, par exemple, pour changer localement ses propriétés. Et donc ça, c'est le fruit de collaboration entre l'Institut Jean Lamour, le LRGP et le LEMTA. Et j'ai mis d'autres universités avec lesquelles on collabore en Europe, aux États-Unis ou également en Europe, puisqu'on est de retour en Allemagne. Au-delà de ces technologies, il y a également, une fois qu'on a une pile à combustible, qu'on a des électrolyseurs, on se retrouve face à un problème un petit peu complexe qui est de concevoir et de piloter de manière optimale des micro-réseaux. C'est-à-dire, micro-réseau, en quelques mots, ce n'est pas le grand réseau sur lequel on est branché actuellement, en tout cas c'est mon cas là tout de suite. À l'autre bout de la région, il y a quelques centrales nucléaires avec beaucoup d'inertie qui font que, en gros, quoi que je fasse dans ma maison, je ne vais pas déclencher un blackout. Dans un micro-réseau, vous avez des plus petites sources, vous avez moins d'inertie dans votre réseau. Donc, ce qui se passe en local peut vous perturber. Alors, un bon exemple, c'est des panneaux photovoltaïques sur une maison qui est complètement découplée du réseau et des activités à l'intérieur de la maison. Quand je branche mon four, voilà, il y a forcément une instabilité qui se produit dans le réseau si je ne suis alimenté que par des panneaux photovoltaïques. Donc, il y a des choses un petit peu fines à avoir en tête quand on conçoit ce genre de micro-réseau. On peut penser à la même chose à la taille d'une PME qui a plusieurs sources, plusieurs vecteurs à utiliser, de l'électricité, de la chaleur, pourquoi pas du méthane, pourquoi pas de l'hydrogène. Et on a besoin de savoir concevoir et de savoir piloter de manière optimale, robuste, versatile. Alors, versatile, ça veut dire que je peux ajouter du jour au lendemain un nouveau composant et le micro-réseau se reconfigure et continue de fonctionner comme avant, voire mieux. Le tout en prenant soin de ces composants qui, encore une fois, coûtent fort cher et qu'on a envie de voir vivre très longtemps. Donc ça, c'est des vraies questions de génie électrique, d'automatisme très très avancé, voire d'intelligence artificielle ou d'informatique très très avancée. Et donc, on a besoin de plusieurs laboratoires et de plusieurs compétences vraiment mises ensemble pour pouvoir faire ce genre de choses.
le LEMTA, le CRAN pour l'automatisme, le LORIA pour la partie informatique. Et j'ai mentionné une université thaïlandaise avec laquelle on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Une pile à combustible, ça fonctionne généralement pas tout seul. On a besoin de l'aider un petit peu parce c'est quand même un réacteur chimique. Elle a des temps de réaction qui peuvent être un petit peu lents, entre guillemets, par rapport à un usage transport. Par exemple, quand on appuie sur l'accélérateur, on a envie que ça avance tout de suite. Donc, on a souvent besoin de la coupler avec autre chose. Alors, généralement, c'est une petite batterie. Il y a des travaux qui ont été menés pour la coupler avec une super capacité, mais sans électronique de puissance, c'est-à-dire qu'on met couplage direct. On branche les fils de la super capa sur les fils de la pile à combustible. C'est beaucoup plus simple, c'est moins cher, c'est plus robuste parce qu'il y a moins de choses à casser. Et également, on se rend compte que c'est moins gourmand en énergie, du coup en hydrogène. Et du coup, ces travaux ont été menés par le Green et le LRGP, et avec suffisamment de succès pour qu'ils se lancent dans un projet qui a été baptisé i2Car, qui consiste à concevoir un petit véhicule urbain ou périurbain propre. Alors, j'ai listé ici les financements pour vous montrer l'ampleur du succès de l'idée et de la motivation également de l'équipe qui est derrière, qui veut en fait tester ça sur un vrai véhicule, vraiment jusqu'à l'échelle 1. Donc, il y a des qualifications qui ont été faites sur banc grâce à un partenaire de Bourgogne-Franche-Comté. On est en train d'aménager une plateforme à l'UL pour pouvoir faire ce genre de transformation sur des véhicules. Le véhicule a été acheté, on va l'équiper. Donc, c'est un Hi Kangoo qui est représenté ici, qui fonctionne déjà à hydrogène, mais on va complètement changer la chaîne hydrogène. Et on ne va pas s'arrêter du tout aux aspects technologiques, on va également aller jusqu'à l'aspect, une analyse un petit peu sociétale d'acceptabilité ou d'adoptabilité de ce genre de véhicule par des populations, et se poser la question de l'essor économique d'un tel concept. Il y a déjà 6 laboratoires de l'Université de Lorraine qui participent, des horizons très très différents. En diagonale, on a le génie des procédés d'un côté et puis la psychologie sociale de l'autre, avec de l'économie au milieu. Donc, vous voyez on arrive à travailler ensemble quand on est fédéré autour d'un projet qui fait sens pour tout le monde. Et il y a même un laboratoire de l'Université de Haute-Alsace qui participe également pour des aspects d'électronique véhicule, Buscan et autres. Au-delà des technologies, il y a des choses qui sont vraiment beaucoup plus dans le soft que dans le hardware, mais qui sont tout aussi essentielles pour le succès de la filière. Alors, je vais citer le premier que j'ai mis un titre qui traduit bien ce que je pense de leurs activités. En fait, ils ont trouvé des moyens de faire face à la complexité. Alors, je vais m'expliquer. Quand on met sur la table tous les moyens de produire l'hydrogène, tout ce qu'on peut faire de l'hydrogène et tous les équipements dont on a besoin dans la vie de tous les jours ou dont une entreprise a besoin ou dont un territoire a besoin, on se retrouve avec non pas une infinité, mais une multitude de combinaisons possibles pour concevoir un système énergétique distribué. Alors, si vous n'êtes pas distribué, s'il y a un grand chef qui décide de tout mettre à un endroit, une centrale nucléaire, des fils qui en partent et on alimente chacun d'entre nous, là, le système n'est pas du tout distribué. À partir du moment où on a un territoire avec des acteurs qui ne sont pas forcément un acteur unique, qui ont des priorités, pas forcément toutes alignées les unes avec les autres, et tout un tas de technologies disponibles, le système devient beaucoup plus complexe. C'est pour ça que je parle de système énergie distribué. Il sera multisource parce qu'il y aura des panneaux photovoltaïques, du traditionnel, pourquoi pas du nucléaire, des éoliennes, du thermique, pourquoi pas. Multivecteur parce que ça peut être pour produire de l'hydrogène, d'autres gaz, voire d'autres molécules d'intérêt. Du biométhanol sera un grand intérêt pour la France qui en apporte énormément, par exemple. Et quand on veut concevoir ce genre de système en se posant la question de la durabilité de ce qu'on est en train de faire, il faut des outils. Il faut des outils informatiques. Donc là, il y a beaucoup d'optimisation très, très fine à faire. Il y a également de l'accompagnement des acteurs qui seraient autour d'une table, qui n'ont pas
tous les mêmes, qui ne sont pas dans une communauté de pratique, qui ne sont pas dans une communauté de langage, ni même d'intérêt dans un premier temps. Comment est-ce qu'on accompagne tous ces acteurs de façon à leur faire prendre des décisions qui vont globalement dans le sens commun, qui se sont fixées en se réunissant. Voilà les activités que mène l'ERPI, et je m'excuse auprès d'eux si j'ai mal traduit leurs activités, l'ERPI et le LRGP. L'ERPI, c'est une équipe qui s'occupe de la recherche sur les processus innovatifs, notamment comment est-ce qu'on peut éclairer avec la science tout ce qui se passe en matière d'innovation, ou dit autrement, comment est-ce que je prends des décisions quand tout est incertain autour de moi. On se pose également la question de modèles économiques et d'incitation publique qui peuvent être mises en place quand on parle d'hydrogène. Comment est-ce que j'intègre l'hydrogène dans la micro et dans la macroéconomie d'un pays, d'un territoire, d'un continent? Quelles sont les incitations les plus efficaces à mettre en place pour un territoire? Pour quels bénéfices? Une sorte de retour sur investissement, si vous voulez, en termes d'investissement dans un territoire, en termes d'abattement des émissions de CO2, en termes de création d'emplois, en termes de compétitivité pour mes entreprises, et ainsi de suite. Quel modèle économique je peux caler, par exemple? Je peux proposer à un exploitant éolien qui arrive en fin de période de rachat d'électricité au hasard, grâce au vecteur hydrogène. Est-ce que c'est intéressant pour lui de produire de l'hydrogène, de le stocker, de le réélectrifier grâce à des piles à combustible pour le revendre sur le marché? Quelle stratégie mettre en place? Comment dimensionner ses équipements? Ça, c'est plus du tout des questions techniques. Non, pardon, c'est plus des questions technologiques, c'est des questions qui adressent directement l'économie. C'est pour ça qu'on travaille avec le BETA, que j'ai eu tort de ne pas citer, donc je corrigerai cet outil avant de vous envoyer les transparents, qui est le bureau d'économie théorique et appliquée, qui est entre l'Université de Lorraine et l'Université de Strasbourg. Et il y a également quelque chose que moi, en tant que technicien, j'ai toujours tendance à mettre à la fin, mais j'ai tort, c'est-à-dire de mettre l'utilisateur final au cœur de la conception. C'est ce qui se fait quand on parle d'ergonomie prospective. Le but est là de comprendre les besoins et les usages. Alors là, c'est un sujet de thèse précis dont je parle, mais vous allez comprendre de quoi je parle d'un point de vue un peu plus global. Comprendre les besoins et les usages de l'énergie dans l'habitat pour décrire les futurs utilisateurs et les futurs usages de l'hydrogène. Une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait ce que chacun d'entre nous pense, a en tête et veut quand il rentre chez lui et qu'il pense à l'énergie qu'il est en train d'utiliser chez lui, c'est un exemple, l'habitat et l'énergie, quand je parle d'ergonomie prospective, on sait mieux définir des profils types d'utilisateurs, on sait mieux définir leurs besoins et leurs comportements, et quand on explique ça après un exercice de traduction qui est vraiment propre à la psychologie sociale et à l'ergonomie prospective, quand on traduit ça en fiche client, même si le client n'existe pas, même si le produit n'existe pas, et qu'on donne ces fiches clients, entre guillemets, à des équipes d'ingénieurs, on se retrouve face à des ingénieurs qui sont bien mieux capables de concevoir des technologies qui seront mieux adoptées par l'utilisateur final. C'est exactement ça la finalité de l'ergonomie prospective, c'est de vraiment mettre l'utilisateur au cœur de la conception et pas du tout faire avaler à l'utilisateur final ce que l'ingénieur a conçu dans son laboratoire. Quand on continue dans ces domaines-là, de prise en compte de l'avis de l'utilisateur final, on se retrouve à vouloir même quantifier et éclairer la prise de décision qui est faite face à une incertitude technologique, et l'hydrogène est clairement une incertitude technologique. Et là, on peut mobiliser l'économie comportementale, qui vise avec des outils scientifiques d'économétrie, de mesure scientifique des comportements, nos propres comportements qui ne sont pas 100% rationnels. Donc, on sait quantifier ça, on sait même quantifier à quel point on pourrait les influencer, ces comportements. Et ça, ce sont des activités qui sont menées maintenant en parallèle entre Perseus et Beta pour éclairer la prise de décision face à un acte d'achat qui impliquerait l'hydrogène. Quand on parle des technologies d'hydrogène, on se situe très souvent sur électrolyse, pile à combustible
Et puis petit à petit, les choses s'agrègent les unes aux autres. On se rend compte qu'on s'éloigne du sujet principal qui était en gros produire une molécule et utiliser cette molécule. Et là, vous allez voir qu'on peut vraiment aller très très loin. Et ça, c'est des activités qui sont un petit peu partout autour de nous et qui vont de toute façon croître à l'Université de Lorraine parce que les gens nous sollicitent pour ça. Je vais lister quelques exemples. La biométhanation, c'est-à-dire produire du méthane à partir d'hydrogène et de CO2, ça, ce sont des activités qui sont menées à l'ENSAIA. Enfin, on considère que l'hydrogène existe déjà. Par contre, on a besoin de savoir-faire pour produire du méthane à partir du carbone qui est contenu dans le CO2 et l'hydrogène que l'on a produit. Produire de l'acier sans émettre de CO2 grâce à l'hydrogène, ça, c'est également un savoir-faire qui se développe et qui est mis en œuvre dans l'industrie grâce aux activités du LRGP. On peut également produire du méthanol à partir d'hydrogène. C'est également des savoir-faire qui sont au sein du LRGP. Et là, vous voyez qu'au fur et à mesure, je ne suis pas du tout en train de parler ni de production, ni de pile à combustible. Je suis en train de m'éloigner un petit peu. Je parle juste de la molécule d'hydrogène. Et ça peut continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on peut aussi se poser la question de comment on va stocker l'hydrogène. Et il y a des activités menées dans le laboratoire Géoressources qui consistent à savoir comment on va stocker l'hydrogène dans des cavités salines, non pas simplement comment creuser ces cavités, mais quels sont les paramètres de dimensionnement, quel monitoring mettre en place pour regarder comment se comporte cette cavité, en subsurface, également en surface. Stockage à beaucoup plus petite échelle grâce à des mousses d'oxyde métallique qui sont étudiées par exemple au laboratoire de l'Institut Jean Lamour. Ça, c'est des stockages qui pourraient être alternatifs au stockage sous pression pour certaines applications plutôt stationnaires. L'Institut Jean Lamour travaille également sur la conception des réservoirs composites qui sont soumis à 700 bars dans les véhicules à hydrogène. Et là, on est encore moins lié à l'hydrogène. N'importe quel réservoir à 700 bars se concevrait de la même façon, à l'étanchéité près. Mais là, on contacte et on sollicite l'Institut Jean Lamour, principalement pour des aspects de mécanique des matériaux composites, et pas du tout pour les aspects étanchéité. Vous voyez que là, il n'y a quasiment plus de lien avec l'hydrogène directement. Dernier exemple, et là, on revient un tout petit peu sur l'hydrogène. Fragilisation des métaux sous hydrogène, par exemple quand on veut reconvertir une canalisation de gaz au transport de l'hydrogène. Il y a des questions de fragilisation parce que l'hydrogène est la plus petite molécule et qu'elle se glisse un petit peu partout, même à l'intérieur des mailles cristallines des métaux, des aciers. Donc, c'est forcément des questions à se poser. Et je reboucle sur la filière globale qui en fait est bien plus large que ce qui est dessiné là. Parce que dès que l'une des briques est présente dans un environnement, dans un territoire, il y a beaucoup d'autres questions qui arrivent derrière, sur la conception de chacun des équipements, sur leur dimensionnement, sur leur coût, sur le ramp-up de chaînes de production et ainsi de suite. Et ça, ce sont tout un tas de compétences qui ne sont pas propres à l'hydrogène, mais qui peuvent être aussi mobilisées à l'Université de Lorraine, et j'en ai listé ici quelques exemples. Je vais passer maintenant à la formation, à la sensibilisation. Alors la filière hydrogène dans son ensemble est présentée dans la plupart des formations qui ont trait de près ou de loin à tout ce qui est énergie, électricité, chimie, mécanique. Alors j'ai listé ici quelques facultés ou écoles d'ingénieurs. C'est quelque chose qui diffuse lentement. On pourrait se dire que pourquoi pas des vraies formations hydrogène, mais ce n'est pas encore le cas. Ça diffuse lentement, les colorations des formations s'installent. Pour l'instant, on ne sent pas encore des besoins vraiment spécifiques à former des gens 100% sur l'hydrogène, parce que ça repose toujours sur des savoir-faire qui sont préexistants par ailleurs. Donc, pour l'instant, les faits sont comme cela et on n'a pas forcément envie de les changer. Les colorations s'installent au fur et à mesure que les formations se déploient. Je dirais que c'est plus facile dès qu'on a passé la partie un peu troisième année, donc après le bac, troisième année de licence et ensuite les masters ou les écoles d'ingénieurs. Avant, il manque trop de bases pour pouvoir faire ça
au niveau qu'on vise. Je mentionne également quand même la création d'un Master Erasmus Mundus qui s'appelle DENSIS et qui est dédié au système énergétique décentralisé et intelligent, qui est une formation d'excellence délivrée par 3 partenaires européens, dont, en plus de l'UL, j'ai mis le logo ici et je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer notre promo actuelle. Ils sont 24, il y a 17 nationalités, donc voilà, donc ils sont vraiment dans l'international. D'ailleurs, il y a 2 Européens, je crois, parce que par construction, ils doivent venir de partout dans le monde, voire de 3/4 hors Europe. Pourquoi je vous parle de cette formation? C'est parce qu'elle fait une part belle au vecteur énergétique, alors interconversion, comment je passe de l'un à l'autre, comment je manage l'énergie. Et du coup, il y a de l'hydrogène un petit peu partout. Donc, c'est peut-être la formation qui contient le plus d'hydrogène à l'UL, sachant qu'il y a des travaux en cours pour aller plus loin, comme je le disais, accentuer encore les colorations ou développer vraiment des formations au niveau technicien, par exemple à Saint-Avold avec un BUT. Je vois que l'heure tourne. Juste pour la sensibilisation, on a participé à un projet européen qui visait à créer des ressources pour les enseignants de collège et de lycée, le tout en 6 langues avec des partenaires européens, et pas forcément sur les aspects technologiques. On a également embauché des profs de géographie et d'histoire et d'économie pour qu'ils nous aident à concevoir ces ressources, et tout est disponible en ligne. Et c'était un très beau projet qu'il aurait été dommage de ne pas citer. Et du coup, on est l'une des seules académies en France à faire de la formation continue pour les enseignants de collège et lycée grâce à la maison pour la science de Lorraine. Et on organise également des écoles d'été internationales pour des doctorants, également pour des industriels et pas forcément des experts de l'hydrogène. Donc, c'est également des façons pour nous d'ouvrir à ces activités-là. Je mentionne Dynamis, mais vous les connaissez déjà par cœur. Je ne résiste pas quand même au fait, à la mention des 68 membres du club hydrogène. Je pense qu'on peut mettre ça à la feuille de score de Dynamis et de son succès. Il me reste quelques minutes pour un bref panorama de ce qui se passe dans la recherche aux 3 mailles territoriales Grand Est, France et Europe. Grand Est, vraiment le poids lourd, sans fausse modestie aucune, c'est vraiment l'Université de Lorraine. Il y a des activités sur la catalyse dans un laboratoire spécifique de l'UNISTRA. Et à notre connaissance, et vraiment, si on avait autant qu'à l'UL, on les aurait vus depuis. À notre connaissance, c'est vraiment tout ce qui existe en Grand Est. En France, l'un des poids lourds, c'est évidemment le CEA et les laboratoires qui sont autour de Grenoble. Je mentionne quand même une fédération de recherche qui s'appelle FC Lab, qui est très, très intégrée, électrotechnique, au sens où la pile existe déjà et on veut la faire vivre, on veut la caractériser correctement et on veut la faire vivre correctement au sein d'un réseau électrique ou d'un réseau énergétique. Il y a l'un des laboratoires de l'Université de Lorraine qui fait partie de cette fédération, même si elle est basée à Belfort. Plus largement, il y a au sein du CNRS la Fédération de recherche hydrogène qui regroupe vraiment les acteurs de premier plan. Et c'est la carte que vous avez sous les yeux, c'est les acteurs de premier plan de l'hydrogène en France. Il y a 2 laboratoires de l'Université de Lorraine qui en font partie. Je pense que très légitimement, on pourra en ajouter 2 autres qui, je crois, font partie d'un 2e cercle. C'est des petits détails administratifs qui m'échappent encore, mais on pourrait dire qu'il y en a 4 à l'UL. Voilà, je passe. Pour la partie hydrogène, je vais passer très vite sur l'ERA. Ce que vous connaissez sans doute, c'est le FCAJU. Alors, en quelques mots, comment ça fonctionne? Alors déjà, ça ne s'appelle plus FCAJU, ça s'appelle maintenant Clean Hydrogen. Comment ça fonctionne? C'est un ménage à 3, si vous passez l'expression. Au cœur de ce ménage à 3, vous avez la Commission européenne qui s'adresse à 2 acteurs, qui s'adresse à l'Association des industriels de l'hydrogène en en Europe, qui compte 185 membres, et d'autre part, l'Association des chercheurs de l'hydrogène qui compte 83 membres. L'UL est membre de cette association. Et évidemment, le troisième segment du triangle existe. Les chercheurs travaillent évidemment avec les industriels. Et tous les ans, nous mettons en place un appel à projet qui est basé sur les priorités sur lesquelles on s'est entendu au début du programme. Et tous les ans, on émet un appel à projet auquel tout le monde a le droit de répondre et participer. Donc le fait d'être là,
ça veut simplement dire pour nous déjà qu'on suit très bien l'activité qui se déroule, et également on peut peser sur cette activité en essayant de peser sur sa direction. Voilà. Si on trouve très intéressant de travailler sur tel ou tel sujet, qu'on arrive à convaincre nos collègues chercheurs et des collègues industriels, alors il y a de bonnes chances pour que cet appel à projet arrive sur la table et qu'on puisse y répondre comme d'autres personnes. Quand on regarde comment ont été ventilés des fonds de ce programme FCHU qui vient de se terminer, qui s'appelle Clean Hydrogen, en gros, c'est 1 milliard sur 7 ans, avec des activités qui touchent l'énergie, les transports et tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire tout ce qui est standard, régulation, tout ce qui est éducation, éveil des consommateurs, des utilisateurs, et également des aspects sécurité. Voilà, en quelques mots, je préfère garder quelques minutes pour répondre à vos questions. Et j'en étais arrivé juste à la conclusion. Donc, l'université de l'hydrogène, en quelques mots, c'est une thématique qui est là depuis un moment, mais qui s'est pas mal accélérée. En termes d'effectifs, on est en gros une quarantaine de chercheurs avec une vingtaine de doctorants dans 12 laboratoires, à la fois sciences dures, technologies et sciences humaines et sociales. On essaie de couvrir toute la filière, de travailler avec d'autres académiques et évidemment des industriels. Je n'ai pas d'exemple de travaux avec des collectivités. J'espère que vous allez me démentir au moins à l'avenir. Et on travaille également sur la formation et la sensibilisation, et je suis désolé d'avoir parlé aussi longtemps. Du tout, je peux arrêter le partage. Oui. Et peut-être, Jérôme, on peut prendre quelques questions. Oui, écoute, merci en tout cas pour cette présentation très, très dense et très intéressante. Je relèverai deux choses avant qu'on puisse poser deux, trois questions dans le temps qui nous est imparti. C'est à la fois la diversité des travaux qui sont engagés aujourd'hui, c'est assez incroyable parce que c'est un domaine qu'on ne connaît pas forcément. Ce que je relèverai aussi, c'est la nature des partenariats. Et ça fait plaisir de voir, on sait que les universités ont naturellement cette propension à tisser des partenariats, mais là on voit que c'est tout à fait concret, avec notamment les universités, évidemment au sein du Grand Est, mais aussi bien au-delà, et un potentiel de nouveaux développements et de nouvelles applications. Vous avez parlé notamment de la photolyse, c'est des choses qui peuvent nous intéresser. Alors après, est-ce que c'est des choses qui permettront une production de masse de l'hydrogène un jour? Mais en tout cas, ce sont des domaines d'activité qui me semblent très, très intéressants. Place maintenant aux questions. Si certains d'entre vous ont des questions, alors soit par écrit, soit directement, n'hésitez pas. Vous avez la parole. C'est toujours les premières questions qui sont difficiles. Je ne vois pas de main levée. Bonjour, je vais poser une question directement. C'est notamment sur tout ce qui était le projet Perseus et le côté plutôt acceptation sociale sur le changement de technologie. Où est-ce que ça en est et est-ce qu'il est possible d'avoir déjà des premiers résultats, ou en tout cas un premier aperçu du projet? Alors, quand on a commencé en 2016, alors eux ont commencé un petit peu avant, mais la première crainte, c'était la sécurité. Mais en fait, ces questions-là, maintenant qu'on a des vrais objets qui tournent dans la vraie vie, on se rend compte que les questions disparaissent assez vite parce que déjà, les normes sont très, 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 très strictes. D'une part, on arrive à les expliquer aux utilisateurs et au final, une fois qu'on met les gens dans un véhicule qui roule à l'hydrogène, qu'on leur a expliqué comment ça fonctionnait, qu'on leur a fait faire le plein, qu'on leur explique comment on a testé les réservoirs et ainsi de suite, il n'y a presque plus de questions. En fait, les gens se posent d'autant plus de questions qu'ils n'ont jamais approché ces technologies-là. Et maintenant qu'on en a un petit peu partout, j'exagère un petit peu en disant ça, maintenant qu'on peut aller en voir sans aller trop loin, je vais le dire comme ça, les questions disparaissent les unes après les autres. Après, en termes d'acceptabilité, dans l'habitat, il n'y a pas eu trop de résistance dans les applications qu'on a en tête à Dunkerque, par exemple, ou autres, où il y a des canalisations qui contiennent bien de l'hydrogène qui arrive dans l'habitat et une flamme qui est alimentée par l'hydrogène dans une cuisinière, dans une cuisine avec une famille autour. Il n'y a pas eu de réticence parce qu'il y a eu des explications en amont, parce qu'on leur a montré comment ça fonctionnait et ils ont très bien compris.
Après, c'est dans l'acte d'achat qu'il y a une vraie valeur ajoutée de Perseus sur la compréhension des besoins et du coup sur la rétroaction dont je parlais tout à l'heure, sur comment concevoir les systèmes pour qu'ils soient de but en blanc, faciles à comprendre et dont la valeur ajoutée est très vite perçue par l'utilisateur. C'est plutôt ça que de faire accepter une technologie dont personne ne veut. Pour l'hydrogène, on n'a plus cette appréhension-là, je dirais. J'aurais une autre question, peut-être complémentaire. C'est quand on parle de partenariat notamment industriel, est-ce que vous avez des échanges naturels avec les industriels qui réfléchissent à ces questions d'hydrogène ou est-ce que nous, en tant que collectivité ou représentants de collectivité, on peut favoriser ces liens avec le monde industriel? C'est peut-être là que je vais intervenir. Alors effectivement, c'est un petit peu le rôle de Dynamise. Donc le projet Dynamise a été créé à la base par 3 entités. C'était l'Université de Lorraine, le pôle véhicule du futur et puis Engie. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans le Grand Est. Et donc là, ce que j'aime bien dire, c'est qu'au milieu d'industriels, je suis un chercheur, et puis au milieu des chercheurs, je suis un ambassadeur des industriels, en fait, en quelque sorte. Donc ça, c'est un peu mon travail. J'espère que c'est bien fait et que tous les gens qui s'intéressent à l'hydrogène sont satisfaits. Donc, ce à quoi je sers aussi dans ce projet Dynamis, c'est justement de traiter les questions techniques, parce qu'on a beaucoup de ressources, comme Iscliffe a montré à l'Université de Lorraine. Il y a une 60aine de personnes qui sont des grands spécialistes, on va dire. Mais des fois, ils n'ont pas forcément le temps de s'intéresser aux problématiques des PME. Et donc là, ça, c'est mon rôle. Et notamment aussi de m'appuyer sur leurs connaissances. D'accord. Donc, en fait, vous êtes aussi cette une sorte de charnière. Ce point d'entrée, cette charnière, effectivement, entre le monde de l'industrie, le monde de la recherche voilà. et le monde universitaire. Ça, c'est un point qui est important. Peut-être que quand on diffusera ce webinaire, on pourrait laisser vos coordonnées aussi pour qu'on puisse aussi relayer cette information, parce qu'on a aussi cette vocation à être assez pragmatique.